Madame Deputy. Madame la vice-secrétaire générale, Excellences, chers collègues, en période ordinaire, je vous souhaiterais la bonne année. Mais, étant donné l'état du monde, étant donné la manière dont 2026 a débuté à Caracas, à Téhéran, franchement, le bonheur est une denrée rare. Nous nous trouvons un moment encore plus urgent qu'il y a 4 mois. Ça passe ou ça casse cette fois-ci. Plus urgent qu'il y a 4 mois quand j'ai ouvert cette 80e session. Le système multilatéral n'est pas seulement sous pression, il fait l'objet d'attaques. C'est ce que disent de nombreux dirigeants. Ils l'ont dit lors de la sommet de haut niveau en septembre. Mais ils l'ont dit, le monde a besoin du système multilatéral. Il a besoin de nos Nations Unies. Du fait de fournir une aide vitale à Gaza, du fait de défendre l'éducation des filles en Afghanistan, de la protection de millions de civils au Soudan, du fait de redoubler d'efforts pour mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine qui dure déjà depuis 4 ans, du fait de défendre les droits humains, à la lutte contre les inégalités et contre la crise climatique. Le monde a besoin des Nations Unies. Le monde ne serait absolument pas meilleur sans nos Nations Unies. Ça vaut la peine de voter pour ces Nations Unies. Et voilà mon message pour vous, pour nous tous aujourd'hui. Engagez-vous, luttez, retroussez-vous les manches, parce que si le monde a besoin des Nations Unies, les Nations Unies ont besoin du monde également. L'ONU a besoin des gouvernements, des citoyens, des responsables, des parlementaires, des diplomates, des délégués. L'ONU a besoin de vous. Elle a besoin de votre appui, de votre rôle de chef de file, de vos principes, de vos positions de principe, votre coopération interrégionale, pour que nous puissions préserver et moderniser cette institution, pour que nous y arrivions, plutôt que d'assister à un effondrement. Parce que c'est plus important que les événements de ces 2 dernières semaines. Pensez au 10 décembre, quand nous nous sommes rassemblés ici pour la plénière sur l'aide humanitaire et l'aide en cas de catastrophe, pour la première fois en 30 ans. Le texte annuel omnibus sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, un principe fondamental de cette institution, a dû être retiré. Et alors que je présidais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire la chose suivante. Combien de coûts est-ce que cette institution, est-ce que le multilatéralisme pourra encaisser? Les grands systèmes ne s'effondrent pas d'un seul coup, d'un coup spectaculaire. En général, ils s'effondrent petit à petit. C'est pourquoi, Excellences, chers collègues, contrairement aux années précédentes, je ne vais pas vous lire une liste complète de toutes les réunions à venir. Nous vous les avons imprimées, vous les trouverez devant vous, et je ferai référence à ces éléments clés plus tard. Au contraire, ma principale priorité aujourd'hui, et pour les 237 jours qu'il me reste comme président de l'Assemblée générale, c'est de défendre avec vous cette institution, sa charte et ses principes qui y sont consacrés. Il n'y a aucun sens à mettre l'accent sur certains événements en particulier si nous n'affrontons pas les problèmes dont souffre notre système multilatéral, car il est de plus en plus évident que nous ne sommes plus tous sur la même longueur d'onde, que nous ne sommes plus tous aussi investis dans la charte et le droit international.
Pourtant, nous savons tous ceci. Aucun pays ne peut dormir en paix alors que de plus en plus d'États membres, y compris certains membres du P5, violent les principes fondamentaux de notre charte. C'est maintenant que nous avons besoin des États membres de toutes les régions. Les partisans fervents de l'ONU et du multilatéralisme, nous avons besoin qu'ils se rassemblent pour édifier une alliance interrégionale pour protéger et promouvoir les principes de cette charte, pour défendre l'ordre international fondé sur le droit international et sur les droits humains. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire lutter chaque jour, cela veut dire résister, cela veut dire renouveler notre engagement. Et je vous invite à symboliquement renouveler votre engagement en signant le poster du 80e anniversaire de la Charte avant la journée de la Charte, comme cela a été fait lors de la 75e session. Cela signifie également que nous devons toujours nous efforcer de rapprocher les points de vue et de trouver des compromis. Tant que les compromis ne deviennent pas l'apaisement. Tant que l'on ne passe pas à une érosion lente, un démantèlement délibéré de cette institution, si on en arrive là, ça n'est plus un compromis, c'est la compromission. À ce stade, les convictions basées sur les principes doivent l'emporter sur les concessions. Si l'on ne parvient pas à un consensus entre les 193 États membres, cela ne doit pas enrayer les activités de l'Assemblée générale sur des questions fondamentales. Une Assemblée générale forte, une majorité forte à l'Assemblée générale n'est ici pas un échec du multilatéralisme, c'est une affirmation du multilatéralisme, un acte de détermination qui envoie le message suivant: cette Assemblée est capable non seulement de mener un dialogue, mais également d'action décisive. Mais pour être franche, comme on l'a vu ces derniers mois, rien de tout cela ne sera facile, notamment vu la force des voix qui nous attendent. Chaque État membre devra faire preuve de courage, chacun d'entre vous. Mais ce qui est bien concernant le courage, comme l'a dit un ambassadeur lors de son discours d'adieu récemment, c'est que, je cite, le courage est contagieux. Si certains se lèvent, d'autres le feront également. Donc, gardons cela présent à l'esprit lorsque nous examinerons la longue liste de processus prescrits pour les mois à venir de l'examen de la stratégie de lutte antiterroriste au nouveau programme urbain, de la coopération Sud-Sud, au deuxième forum de l'examen des migrations internationales. Et nous savons tous que notre monde interconnecté, aucun de ces processus ne réussiront si l'on agit de manière cloisonnée. Pour le dire tout simplement, sans développement durable, sans droits humains, il ne saurait y avoir de paix durable. Et sans paix, il ne saurait y avoir de développement durable. Pour le souligner, le président de l'ECOSOC et moi-même intensifierons notre coopération, notamment en coopérant sur une réunion conjointe Assemblée générale ECOSOC sur les PMA en mettant particulièrement l'accent sur le climat et le développement. Faisant fond sur l'idée que les trois piliers de la Charte sont indispensables, j'organiserai également des manifestations phares ce printemps sur le climat. Et nous travaillerons également avec d'autres acteurs des Nations Unies pour la Journée internationale des femmes. Il va y avoir une nouvelle série de débats au printemps qui relégitimera le pacte pour l'avenir, notre programme consensuel pour revitaliser le multilatéralisme à l'Assemblée générale, alors que la mise en œuvre va passer des engagements aux résultats. Cette action sera complétée par la suite de notre série mensuelle, le dialogue Mieux ensemble. Et j'en viens à notre
notre priorité pour la réforme. L'écosystème politique et diplomatique est maintenant très différent de ce qui se passait au siècle dernier, mais également de l'état du monde il y a un an seulement. Étant donné l'ampleur et le rythme des changements, aucun d'entre nous ne peut s'attendre à ce que l'ancienne manière de travailler suffise. Le début de l'année 80 a montré que des décennies de processus en parallèle, la prolifération des mandats ont généré de très nombreux sous-organes, rapports, axes de travail, équipes spéciales, mais trop peu d'efforts pour les synchroniser et pour que chacun soit à la bonne taille. Il y a eu peu de résultats. L'initiative ONU 80 n'intervient pas au moment le plus souhaitable et dans les meilleures conditions, mais elle n'a que trop attendu. Mais soyons stratégiques. N'utilisons pas une scie électrique pour faire le tri. Mais ce qui est bien, c'est que beaucoup récemment se sont levés pour les réformes dans l'esprit que je viens de nommer. Et à cet égard, je remercie chacun d'entre vous pour votre participation au processus de l'acte de travail 2, pour les progrès importants réalisés dans le groupe de travail spécial informel sur l'examen de la mise en œuvre des mandats, avec la présentation de l'avant-projet de résolution, un tableau clair basé sur les données est maintenant disponible. On voit maintenant où il y a des redondances et où nous sommes ralentis par des mandats qui font doublon. Nous devons maintenant mettre en œuvre ce que nous prêchons pour des réformes dans les discussions quotidiennes en commission et à l'Assemblée. Je compte sur votre participation constructive pour les semaines à venir et je serai heureuse de voir quels seront les résultats du groupe de travail à la fin mars. Pour ma part, je continuerai à chercher de nouvelles manières d'améliorer notre travail quotidien à l'Assemblée, comme je l'ai dit dans ma lettre envoyée la semaine dernière. Je voudrais également saluer les travaux du secrétaire général et de son équipe sur l'axe de travail 3 de ONU 80, qui représente la transformation la plus importante de cette institution depuis sa fondation. Faire en sorte que ce processus reste transparent et ne s'essouffle pas. Nous aurons des séances d'information mensuelles à partir du 22 janvier. Je remercie également les membres pour leur participation proactive au processus, y compris des débats extrêmement vivants que nous avons eus ici avec le secrétaire général et son équipe sur des projets de fusion. Et je vous encourage à continuer à vous investir dans ce processus, y compris en travaillant avec les différentes institutions, les différents fonds et programmes, afin de mettre le doigt sur les inefficacités et de remédier aux doublons. Je salue également les travaux de la 5e commission, mais il faut que ce soit clair. Aucune réforme ne pourra régler la crise financière si les États membres ne respectent pas leurs obligations financières. Dans les mois à venir, nous devons affronter l'éléphant dans la salle, comme on le dit en anglais. Comment faire en sorte que les contributions soient versées intégralement et en temps voulu? Car autrement, cette institution ne peut simplement pas fonctionner. Et les réformes seront vides de sens. En outre, même si ça ne fait pas officiellement partie du cadre du 80, il convient de le répéter, le Conseil de sécurité ne peut pas se soustraire aux réformes. C'est l'organe le plus visible de l'ONU et son incapacité à agir en cas de violation de l'appel de sécurité internationale nuit à la crédibilité du système tout entier. À cet égard, j'ai désigné 2 coprésidents au début de la session pour promouvoir les efforts visant à affiner les propositions de réforme et pour envisager les prochaines mesures à suivre dans le cadre de l'appel du pacte pour l'avenir pour élaborer un modèle consolidé. Cette réforme du 80 est essentielle pour faire en sorte que l'organisation continue à fonctionner
mais le leadership sera essentiel pour faire en sorte que l'organisation puisse apporter efficacement des résultats pour la population que nous servons. La désignation du prochain secrétaire général sera l'autre priorité fondamentale cette année. Ce processus a maintenant démarré et je suis heureux d'annoncer que les dialogues interactifs avec les candidats au poste de secrétaire général ont été prévus pour la semaine du 20 avril. Lors des dialogues interactifs, chaque candidat aura l'occasion de présenter sa vision et de répondre à vos questions. Chaque candidat ou chaque candidate. Les organisations de la société civile auront également l'occasion de dialoguer avec tous les candidats et candidates. À cet égard, j'invite les États membres à présenter des candidats ou candidates rapidement pour garantir la participation au dialogue en avril. Je vous encourage à envisager d'un œil favorable la candidature de femmes. En cette période de gros temps pour cette institution, le processus de sélection du prochain secrétaire général ou de la prochaine secrétaire générale, notre chance d'envoyer un message clair pour dire qui nous sommes et ce que nous représentons. Le ou la prochain secrétaire général sera non seulement le visage et la voix de cette institution, notre choix dira également si cette organisation est véritablement au service de toute l'humanité, dont la moitié sont des femmes et des filles. C'est un choix qui déterminera la manière dont nous relèverons les défis internationaux urgents, des conflits au changement climatique jusqu'aux inégalités. Il nous faut quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche, qui pourra tracer un cap vers l'avenir en défendant avec passion les principes de notre charte. Excellences, chers collègues, je vous ai dit ce qu'il nous faut cette année. Leadership, des principes et une coopération interrégionale active. Un de ces éléments est facile. Aucun de ces éléments n'est facile. Mais l'histoire de cette institution n'a jamais été une histoire de victoire facile. Notre travail, c'est de trouver la détermination, non pas d'abandonner. Tout comme nos prédécesseurs l'ont fait quand ils se sont rassemblés également en janvier pour la première fois en tant qu'Assemblée générale il y a 80 ans à Londres, en janvier 1946. 80 ans plus tard, nous avons déjà vu pendant cette session ce que nous pouvons réaliser ensemble lorsque nous faisons nôtres ces idéaux. Nous l'avons vu lors de l'adoption de la Déclaration de New York. Nous l'avons vu lors de la réunion de haut niveau sur l'intelligence artificielle, sur les défis sanitaires émergents, entre autres. Nous le voyons chaque jour avec ce que font les travailleurs humanitaires, nos soldats de la paix et les membres du personnel civil qui travaillent sans relâche jour et nuit et qui parfois risquent leur vie sur le terrain pour faire une chose: défendre les principes de notre charte. Comme je l'ai dit, le monde a besoin des Nations Unies, mais actuellement, les Nations Unies ont besoin de vous. Vous êtes les représentants de vos populations respectives ici. C'est vous qui êtes au volant, alors que cette institution est à un moment critique. Vos citoyens n'interviendront pas pour sauver le multilatéralisme. Ils nous en ont chargé, ils vous en ont chargé de cette responsabilité. L'histoire ne se souviendra pas des débats sur les petits détails, mais elle se souviendra. Faites savoir si nous avons choisi la bonne voie. Nous le verrons avec l'identité du prochain secrétaire général. Nous le ressentirons à l'aune de l'ampleur et de l'ambition de nos réformes. Et nous le jugerons à l'aune des promesses, les promesses de notre charte. Donc, soyons déterminés, ayons des principes et toujours faisons mieux ensemble. Merci.